Salut, c'est le 4e numéro de Laconique. Notre thématique, c'est la photographie rapprochée. Je l'ai appelée « Viser l'angle inédit ». La photographie de rue est un concept bancal. C'est un mythe qui a connu son heure de gloire lorsque les rues vibraient du bouillonnement de vie de la population. La rue a été le lieu quintessentiel du document social. Aujourd'hui, cela semble moins vrai. En effet, la rue a perdu sa vitalité au profit des espaces cyber. Elle est surtout un lieu de transit fébrile et insécure où les individus ne souhaitent plus guère ni flâner ni s'attarder. D'ailleurs, on peut aisément remarquer que le mobilier urbain est conçu pour dissuader toute stagnation, toute appropriation des espaces publics par la présence prolongée. L'espace collectif est volontairement inconfortable. Toutefois, le document visuel à portée sociale n'est pas l'apanage exclusif de la rue. Tous les espaces de socialité, publics et privés, racontent la vie des êtres qui les habitent et les animent, leurs relations, leurs interactions, leurs transactions sociales, affectives, humaines. Le point qui demeure important pour qui veut capter cette dimension réside dans la proximité physique qui est une porte d'entrée vers l'intime, la psyché. L'accident qui ouvre sur l'au-delà du masque et de la persona ou identité conventionnelle de surface. Dès lors, l'idée de photographier son sujet de très près est souvent perçue comme une sorte de Graal. On accorde à ce procédé photographique le pouvoir de conférer aux images les qualités qui leur font habituellement défaut: intérêt, authenticité, vitalité, intimité, émotion, détails insignifiants qui nous pointent et nous désappointent, nous bouleversent. Tous les photographes de rue connaissent la célèbre phrase de Robert Capa « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près », avec toute l'interprétation figurée que certains ont voulu y voir. La photographie rapprochée est en fait liée à un facteur technique, la longueur focale utilisée et à la distance du sujet. C'est la longueur focale qui elle-même conditionne l'angle large, indispensable à cette approche photographique. Ce n'est pas très difficile à comprendre, mais l'aspect technique entre ici en jeu. Si vous utilisez une grande longueur focale, un téléobjectif, disons de 90 mm à 200 mm par exemple, ce que vous placez dans votre cadre sera nécessairement éloigné, autrement c'est un bouton de chemise que vous photographiez. Je veux dire qu'au téléobjectif, votre sujet se trouve nécessairement à 10, 15 mètres ou plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors, vos possibilités d'angle sont ultra limitées. En gros, vous ne disposez presque que d'un angle plat, 0 ou quelques degrés par rapport à l'horizontale. Au contraire, avec une longueur focale de 20 à 28 mm par exemple, vous devrez vous rapprocher pour remplir votre cadre. Cette proximité du sujet déploie une multiplicité d'angles, de possibilités de cadrage et de composition. Selon moi, c'est là que réside le secret de la photographie rapprochée, dans cette infinie variété de nuances disponibles, d'angles et de compositions spontanées. Mais cette foison d'images potentiellement riches de sens ont un prix, celui de vaincre la résistance et la retenue qui nous tiennent généralement à bonne distance des autres personnes. Avec ces focales courtes, 20 mm et moins, des déformations convexes de l'image se produisent. Elles sont importantes et il est possible d'en tirer profit en termes créatifs. On parle de déformations en barillet. Le centre semble s'avancer vers le spectateur, les bords paraissent repoussés vers l'extérieur, les lignes droites proches des bords peuvent s'incurver vers l'extérieur. Si le sujet s'y prête, ces modifications peuvent conférer un punch incroyable à l'image en déformant les perspectives et en exagérant les dimensions du sujet au premier plan. Ce procédé a été utilisé à maintes reprises dans les célèbres photos du boxeur Muhammad Ali, tendant le poing vers l'objectif, conférant un réalisme et un effet de profondeur superbe. Pour ma part, ce que je retiens de cette approche est le frisson
le surcroît d'engagement dans le geste photographique que la démarche suppose. Initier une interaction humaine et sociale est certes déjà difficile dans nos sociétés en cours de relocalisation dans le cyberespace. Le lien social est en crise. L'individu contemporain est atomisé et assigné à résidence dans sa solitude. La démarche va donc à l'encontre du rapport conventionnel. Il en résulte un sentiment d'avoir vécu le moment avec une intensité exceptionnelle, littéralement extraordinaire. Et quand vous passez en revue les images, le souvenir et l'émotion sont bien plus forts qu'avec des photos prises de loin ou sagement sur trépied. Le sentiment d'avoir fait partie du spectacle s'invite dans la pratique. Et c'est là peut-être la limite. Faut-il s'engager au point de vampiriser l'événement, de se donner en spectacle, de l'instrumenter à son profit ? J'ai parfois eu ce sentiment lors de mes expéditions photographiques les plus audacieuses. Sert-on encore son propos dans cette extrémité ? Je n'ai pas vraiment la réponse. Planche numéro 1. Sur cette planche, nous sommes en 2017. Cette année-là, le carnaval tropical de Paris se tenait sur la mythique avenue des Champs-Élysées. Un lieu inspirant s'il en est. Cela m'a certainement poussé à me dépasser pour réaliser les meilleures photographies possibles. Bien sûr, j'ai décidé que je ne resterais pas derrière les barrières, et comme à mon habitude, j'ai inventé un subterfuge. J'avais toujours dans mon sac photo une de ces petites pochettes plastiques transparentes avec un cordon que l'on reçoit à l'entrée des salons professionnels. On y glisse son billet d'entrée. L'astuce est simple. Conserver ce document qui affiche généralement un grand QR code. Ainsi je portais ostensiblement mon pass d'un quelconque salon passé lorsque j'enjambais la barrière au nez d'une policière. Elle avait jeté un coup d'œil à cet accessoire qui pendait à mon cou et, remarquant mon matériel photo, en avait déduit que j'étais un photographe professionnel, accrédité pour couvrir l'événement. Et voilà, le tour était joué. Et à présent, je n'étais plus spectateur, j'avais passé la barrière, le gardien du seuil, et j'étais désormais acteur sur les champs, au milieu d'une parade extraordinaire. Ça valait le coup, non ? Lorsque je regarde cette photographie, l'idée me vient que danser semble être l'antidote à la mort et à la vie. Je veux dire la vie mortelle, la douloureuse humaine condition. Ces magnifiques danseurs, je les imagine dotés d'une vie ordinaire, d'un travail ordinaire peut-être, mais chez eux, dans un appartement d'une lointaine grande ville d'Amérique latine, quelque part dans le fond d'un placard, est suspendu un costume qui ne sort de sa cachette qu'une ou deux fois l'an. Cette parure, c'est le costume au-delà de la vie et de la mort. Le costume qui est une victoire. Ce costume est un habit magique, au pouvoir miraculeux. Je l'appelle le costume malgré tout, ou le costume en dépit de tout. Et voici ce qu'il semble nous dire. Vous êtes amoureux ? Votre petit vient de voir le jour ? Dansez. Vous êtes contrarié ? Dansez. Vous êtes défait par un monde brutal et absurde, dansez 2 fois plus. C'est peut-être le costume de la véritable fête, l'antidote à la tragédie humaine. Ma photo est pleine d'imperfections. Il y a cette personne dont on devine une partie de la silhouette derrière notre danseur au premier plan. Parfois, il faut faire un choix. Saisir le moment que l'on estime magique tel qu'il est ou prendre le risque de le perdre pour composer avec plus de précision. Pourtant, lorsque je considère le visage du danseur, son sourire et son regard lointain, ses mains sur le point de battre le rythme de la vie elle-même, la vie avec un V capital, celle qui consiste à danser dans un acte de générosité totale et gratuit, eh bien j'ai l'impression d'avoir fait la meilleure photo du monde. Là encore, j'ai le sentiment que ce n'est pas tant la technicité parfaite, mais l'histoire de votre image qui compte. Ce que j'aime aussi dans la composition, c'est le second danseur. Ce second protagoniste joue un rôle de contrepoint. Les 2 danseurs s'appuient sur la même jambe, leur jambe droite, mais notre danseur au premier plan semble sur le chemin du retour, c'est-à-dire que s'appuyant sur sa jambe, il se balance vers sa gauche,
à droite de la photographie. Le danseur au second plan, quant à lui, est encore sur son élan. Il semble balancer vers sa droite, la gauche de la photo. De plus, il regarde latéralement et son visage est ombragé par un élégant petit chapeau. Nous ne sommes pas ici dans des mouvements répétitifs, dans le mimétisme conditionné ou la répétition disciplinée du même. Au contraire, nous sommes dans un contrepoint de mouvements et d'attitudes qui crée une impression d'harmonie joyeuse et libre. Si c'était à refaire demain, je tenterais quelque chose. Je paramétrerais 2 modes sur mon réflexe avec 2 vitesses de déclenchement. L'un serait à 1/250e de seconde minimum, comme sur cette photographie. L'autre serait à environ 1/8e de seconde, avec un diaphragme très fermé, et une sensibilité ISO au plus bas, 64 ISO si possible. Grâce à ce second mode, j'essaierai d'écrire sur le capteur quelque chose de ce mouvement de samba qui balance de gauche à droite pour une image encore plus dynamique. Quant à la jeune femme, sur la photographie de gauche, dont l'ami ajuste la coiffe de parade faite de fleurs, voyez l'étrangeté du langage de son visage. Elle porte un regard en coin et par-dessous chargé de non-dits. Sa moue subtile mais caractéristique renforce l'expression de son émotion, on dirait la marque d'une moquerie légère ou d'une ironie retenue. Ou serait-ce un regard furtif en direction d'un jeu de séduction avec un partenaire de danse, qui sait? Quoi qu'il en soit, la relation avec la camarade dans son dos, dont elle ne voit pas l'action, semble faite d'une belle complicité joyeuse. Planche numéro 2. L'homme au cigare. Il arrive parfois que l'on soit frappé par une image surprenante que l'on n'avait pas préméditée. Une image à laquelle on n'est pour rien. On s'est contenté de voir quelque chose un bref instant et de déclencher. Nous n'avons pas imaginé, construit, composé cette image. Peut-être est-ce le résultat d'une forte intuition ou simplement de la chance. Quoi qu'il en soit, en passant en revue sa série, on se retrouve devant cette image qui porte en elle un je ne sais quoi qui nous déconcerte. Cette image, nous ressentons le besoin de la percer, de comprendre le pourquoi, que contient-elle, que recèle-t-elle de singulier, en quoi détient-elle pour nous un sens subtil et muet. Dans le cas de l'homme au cigare, ce qui m'interpelle, c'est le sentiment de puissance qui ressort de ce portrait pris sur le vif. D'où cela vient-il? À quoi cela est-il dû? L'arrière-plan du ciel avec ses nuages, c'est-à-dire l'espace ouvert, infini, l'homme se dessinerait-il sur le ciel un peu à la manière d'un dieu? C'est loin d'être suffisant, n'est-ce pas? Cet homme se tient remarquablement droit, ce qui est souvent interprété comme un signe d'équilibre psychologique, de maîtrise de soi. Sur ce visage harmonieux, j'ai l'impression de voir un sourire subtil, sibyllin, intériorisé, et ses yeux sont protégés par de massives lunettes de soleil qui semblent à elles-mêmes supposer, pour les assumer, une forte dose de confiance en soi, tant elles confèrent une allure affirmée. Mais c'est dans l'objet que l'homme tient délicatement entre 2 doigts, son cigare, que je vois un élément essentiel à investiguer et dont on ne doit pas manquer le symbolisme. Cet objet typiquement masculin est en fait une préparation qui se consomme, une chose typiquement virile que les femmes ne se sont pas appropriées. Le psychanalyste y verrait un objet phallique dont la forme rappelle celle du membre viril. Le symbologue ou l'iconologue, pour utiliser de sympathiques termes savants, ne manqueront pas de voir dans ce petit bâton masculin un rappel, celui du sceptre royal et de sa symbolique de l'axe. C'est précisément cette notion même d'axe qui fait le roi. Car régner au sens profond, c'est être cet axe immobile, le point central nécessaire à la géométrie même du mouvement, mais qui demeure immobile, impavide, non affecté. Autour de lui évolue toute une harmonie faite de mouvements cycliques, de métamorphoses, de révolutions circulaires, elliptiques. L'axe fait partie intégrante de l'harmonie des perpétuelles métamorphoses, mais lui échappe également
par sa nature, car il règne. Et c'est un peu cela que l'homme tient à la main, entre deux doigts. De nos jours, fumer est devenu un acte moins courant, quelque peu réprouvé socialement et légèrement dépassé. En effet, la cigarette ne fait ni propret ni particulièrement classe. Pour ce qui est du cigare, la chose est différente. Le cigare apparaît comme réservé à une classe à part de personnes au statut socio-économique élevé. La pratique en elle-même de fumer demeure dans la compréhension ordinaire un geste anodin, une marque d'élégance dans le style de vie, un geste de connaisseur et de goût, mais rien de plus déterminant. Pourtant, saviez-vous que le tabac occupe une place centrale et profondément sacrée dans les traditions amérindiennes ? C'est une plante maîtresse, aux vertus purificatrices et protectrices. Il ouvre également la médiation entre le monde des humains et celui des esprits, mais surtout, avant d'être fumé, il est d'abord consommé selon d'autres modes, en infusion, en macération, en jus, et il aide à voir clair dans la cause des maladies et à recevoir une orientation intuitive. Là où je voulais en venir, c'est que le tabac est la plante des forces masculines par excellence, les forces solaires, liées au verbe, à la volonté et à la direction. Il est aussi un axe de connexion, sa fumée monte vers le ciel et relie les mondes souterrains, terrestres et célestes. Il incarne le pont entre les plans, matière et esprit. Tout cela est inclus dans ce petit objet, inclus dans l'acte de fumer et dans le geste de cet homme. Du moins sous une forme contemporaine et occidentalisée. Dans les traditions amérindiennes, le tabac est considéré comme une des plantes les plus puissantes, parfois même la mère ou le père de toutes les plantes médicinales. Pour cette raison, sa consommation fumée exige un degré d'initiation, de maturité et de solidité de la personnalité. Ainsi, pour les peuples anciens aux savoirs profonds et ancestraux, et pour ceux qui perpétuent ces savoirs aujourd'hui, encore au Pérou par exemple, fumer le tabac n'a rien d'anodin. N'est-il pas étonnant de constater le glissement et même l'inversion dans l'histoire occidentale du tabac, vécu et consommé par les Occidentaux ? Ces éléments symboliques puissants, intéressants à observer, convoquent dans notre imaginaire, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, ces références conceptuelles inséparables de notre humanité, enfouies dans notre psyché humaine depuis des temps immémoriaux. Ces mémoires ne demandent qu'à revenir à la surface et à être connues pour notre lucidité. Vous avez fait le voyage avec moi jusqu'ici. Merci. Cette exploration visuelle vous a parlé. À vous, maintenant, de laisser une trace de votre passage, une phrase, une question, une émotion, un simple signe de passage. Et si cette balade anthropophotographique est aussi la vôtre, je vous invite à prendre place à bord de Laconique. Planche numéro 3. Dans la planche numéro 3, ce sont des parties du corps qui emplissent notre cadre, produisant un effet intéressant de hors-champ qui convoque l'imaginaire. Si notre cadrage de proximité sélectionne une partie du tout, il lance la machine à rêve et à fantasme, car l'esprit veut en savoir plus et combler les lacunes d'information. Faire échapper au regard une partie de la scène, c'est en faire imaginer davantage. L'esprit du lecteur de l'image travaille aussi sur le sens de notre cadrage, sur le sens que prend en soi la partie que nous avons isolée. Comme ces jambes que j'aime photographier à l'occasion, pour elles-mêmes, car elles semblent animées d'une vie et d'une personnalité propre. Nous rencontrons des jambes gaies, des jambes timides, des jambes sautillantes d'enthousiasme, des jambes déterminées à se rendre au boulot à toute vitesse, des jambes qui dansent, des jambes bien en chair qui se montrent sans complexe. Planche numéro 4. La planche numéro 4 nous montre un homme en costume aux courses de Chantilly.
Les courses de Chantilly sont l'occasion, devenue rare, de percevoir combien une tenue est une façon d'être au monde. Elle pose un rapport au monde, une adéquation ou un rejet, ou encore un miroir. De nos jours, la tenue serait le reflet d'un monde social sujet à l'entropie. Habiller son corps, c'est prendre acte du réel, s'y adapter avec une forme de compétence et de grâce. Un costume, c'est aussi une structure, une forme déterminée, des lignes claires. Oui, vous avez entendu ces termes. La structure, c'est ce qui tient ou maintient une forme dans sa verticalité. Cela relève d'une force de résistance à l'encontre de l'entropie de l'univers, du désordre du monde. La forme, la ligne claire, le contour définissent. Ces démarcations, ces lisières vous dessinent dans le monde. Elles luttent contre la tentation lâche de l'effacement dans l'uniformisé. Elles refusent votre réduction à une tâche ambiguë. Sur notre planche, l'angle de la prise de vue renforce formidablement ces aspects en mettant en avant la verticalité de l'homme, son affirmation en tant que présence et l'équipement de toute sa personne. Costume d'été léger et fluide, chapeau, lunettes solaires, il est incarné dans le monde, vertical et équipé pour la saison. Personnellement, je rêve d'un monde plus adulte, où l'homme de la rue, du métro, de la banlieue, du village, en t-shirt, short, sneakers et casquette, prendrait conscience de la régression implicite de sa tenue. Ces mots, ceux de la modernité globalisée, sont d'ailleurs des anglicismes qui incarnent une regrettable rupture avec la culture française. Je rêve donc du réveil de mes contemporains dont la conscience verrait, dans un éclair de lucidité et avec un sourire de dérision sur soi-même, mais cette tenue est celle d'un gamin encore en demande de modèle, incapable de poser une subjectivité ferme et assumée et qui copie l'apparence de son héros, son footballeur préféré. À la prochaine. Ciao.